Bonjour et bienvenue dans le Stradome Ciné. Aujourd'hui nous sommes là pour vous parler du dernier Miyazaki, à savoir Le Garçon et le Héros. Avant ça, les petits trocos, qu'avez-vous à nous recommander les amis? Bah du coup, Killers of the Flower Moon. Du coup, le lanceur. Bah c'est bien. Oui, c'est bien. Et du coup Thomas... Ouais, c'est bien. Oui, bah, comme la dernière fois, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai l'intention d'y aller. Anselme, le documentaire en 3D un peu bizarre de Wim Wenders. Ça m'intrigue un peu, ça a l'air un peu stylé. Et bah très bien, et bah maintenant on peut tout de suite partir sur la critique du Garçon et le Héros. あなた、なぜこんなところへ来たの？マヒトさん逃げて！私の世界、まだ道半ばだよ。母さん！マヒト、私の仕事を継いでくれぬか。 Le Garçon et le Héros, du coup le dernier Miyazaki en date, c'était Le Vent se lève il me En semble. effet, il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. 10 ans 2013. Ouais, il prend ça. Quoi, sérieux? Ouais. Oui, oui. Ah ouais, Ouais. Je pensais que c'était 2016 un bail comme ça. Non, plutôt 13, voire 14, mais 13. D'accord, mais bon, de quoi ça parle Le Garçon et le Héros? Donc c'est l'histoire d'un gamin dans le Japon des années 30 qui après la mort de sa mère à Tokyo déménage avec son père, patron d'usine d'armement, dans une campagne japonaise, pour aller vivre avec donc sa nouvelle maman, sa belle-mère, dans un grand manoir mystérieux avec des vieilles bizarres et une forêt étrange où se cache un héron et de nombreux mystères. Et plein de champignons. Et plein de champignons, oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, voilà, et un univers, il y a Miyazaki. Miyazaki, hein. Voilà. Ouais. Eh bien les amis, qu'avez-vous pensé de ce dernier Miyazaki? On a vu ce qu'on voulait. Hein. On a vu le dernier le Miyazaki. film. Ouais, on a vu le dernier Miyazaki et c'est... Un peu décevant. Ouais. C'est C'est terrible, c'est très intéressant, ça tente des trucs, tout n'est pas réussi, tout n'est pas acheté non plus, mais c'est... S'il y a un mot qui doit le définir pour moi, c'est décevant. C'est terrible, mais c'est la vérité. C'est un film qui tente énormément, dans lequel Miyazaki se permet pas mal de choses, reprend beaucoup de choses de son univers aussi, que ce soit par des petites références, des idées de mise en scène, des idées de design aussi. Ouais, il y a des motifs, il y a des gestes et des figures de personnages. Ouais, mais il y a des choses qui font que ça fonctionne pas toujours, que ce soit l'utilisation de la musique, que ce soit un climax qui fonctionne pas tout à fait, que ce soit des points de scénario que je trouve pour le moins douteux, voire même parfois un peu facile. Et c'est dommage, c'est très dommage, je trouve. Ouais, je suis un peu d'accord. Alors déjà que je suis pas fanatique de Miyazaki, j'ai vraiment pas tout vu, j'ai pas tout revu. Mais voilà, moi j'avais rattrapé mon préféré qui est Porco Rosso il y a pas longtemps. Et donc étant quelqu'un qui n'a pas su apprécier le château ambulant par exemple, pour être poli, bah c'était effectivement bizarrement ennuyeux de regarder le film. Alors qu'il y avait... Ouais, alors que c'est assez dommage. Et que de base, moi, la première demi-heure finit par vraiment me parler. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment mystérieux ou qui prend vraiment son temps. Mais c'est vrai que par rapport à Porco Rosso, il y a un rapport au rythme très différent. Et ça me parlait quand même, cette première grosse demi-heure, 40 minutes. Mais quand le film met vraiment sur la table ces éléments fantastiques et tout, bah ça commence à me perdre un peu et je commence à n'avoir rien à faire. Et je me suis dit en vrai, il y a une structure un peu comme dans Voyage de Chihiro, bon il y a un personnage enfantin qui est projeté dans un monde et qui évolue dans un monde qu'il connaît pas, qu'il apprend à connaître plus ou moins, et différentes choses se présentent à lui, plus ou moins merveilleuses pour les spectateurs et tout. Mais c'était un peu fascinant, émouvant dans Chihiro. Là, c'est un peu balèque. Ouais. J'avoue, c'est bizarre. Déjà, parce que Chihiro, j'ai l'impression qu'il arrivait à faire en sorte qu'on s'attache un peu plus au personnage, là où personnellement je me suis senti très éloigné, distant. Très éloigné. Il est étrange ce personnage. Justement, il est très étrange. Qui en plus a un cara design extrêmement basique. C'est vraiment le garçon d'animé avec les cheveux bruns en bataille, etc. Vous lui rajoutez des traits plus fins, c'est Shinji dans Evangelion. Mais au début, je me suis dit, je l'ai quand même accepté parce que je me suis dit pourquoi pas, il a peut-être développé le personnage au fur et à mesure et va nous le rendre attachant par la suite. Il y a eu quelques ersatz de ça sur quelques scènes dans un registre plus fantastique, sinon non. Et du coup je me suis retrouvé personnellement avec une distance très chelou et je me disais pendant une bonne partie du film j'ai pas su savoir si j'étais réellement dedans, si j'accrochais ou si j'accrochais pas. Il y a beaucoup de scènes sur lesquelles je suis vraiment sur un fil où je me dis ouais
j'en ai un peu rien à foutre. Et ce qui est terrible, parce qu'il y a des personnages qui se ramènent dans la deuxième et la troisième partie, qui sont là pour pas beaucoup de temps, mais typiquement il y a un personnage qui se ramène sur un bateau pour rester elliptique. Ouais, c'est un archétype de personnage, mais étrangement il arrive à les rendre malgré tout attachantes, malgré ce côté en effet un peu froid et dur, et le tout en quelques scènes j'ai été beaucoup plus attaché et intéressé par elle que j'ai pu l'être avec c'est Mahito il me semble, du personnage Mahito. Ce qui est dommage, et du coup ça fait qu'il y a des scènes qui je trouve ne fonctionnent pas spécialement bien, notamment il y a une scène où un personnage en retrouve un autre à base aussi de bandelettes. Il y a quelques plans dans la bande-annonce, qui est une scène qui est magnifique, qui visuellement est très très forte, mais je trouve qu'elle manque terriblement de puissance parce qu'on n'a pas spécialement vu la relation de ces deux personnages auparavant. On peut se l'imaginer et se dire ah oui il y a ceci, il y a cela, mais en fait le truc c'est qu'il n'y a pas eu de scène véritablement, pas forcément de rupture, mais de conflit. Il n'y a pas non plus de scène vraiment de froideur. Ce qui est dommage, ces personnages là on les voit 1 minute 30 à l'écran à tout péter, et du coup quand cette scène arrive on n'a pas tout un développement émotionnel, on en a le début et la fin, mais il manque tout un développement, il manque 2-3 scènes dans le premier acte du film qui auraient pu nous faire véritablement comprendre tout ça et nous attacher au personnage et rendre cette scène belle, et c'est vraiment une occasion manquée je trouve. C'est ça en fait dans le récit, enfin, j'ai l'impression qu'on se sent pas vraiment concerné, quand on n'est pas attaché vraiment à ce personnage principal qui malgré tout la première scène est dingue en termes d'animation, en termes de visuel, d'immersion, impressionnant sur le rendu de l'urgence, même en termes sonores il y avait des très bonnes idées. C'est ça, avec les et donc là je suis dedans, et puis là il cut, c'est 3 ans plus tard, la guerre continue, machin, on est plus calme, et je suis en mode mais non, reste sur cette immersion, cette scène d'introduction assez folle. Donc ça a des mélanges d'animation, enfin c'est pas des mélanges d'animation, mais juste t'as les personnages plus nets et d'autres différents styles, c'est ça, il y a un truc comme ça très... Mais bon, tout ça pour dire que on entre dans le film de façon brillante. En fait, surtout avec le contexte historique de la guerre, en plus, le gamin qui est réveillé par les bombes, du coup on s'attache un peu à lui rapidement, mais direct après il te cut cette scène pour être dans un contexte un peu plus calme, un peu plus posé, et finalement ça coupe la scène dans l'élan, et ça coupe le développement du personnage et notre attachement à lui. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu cette scène qui résume le film, c'est que à chaque fois on est ah oui c'est pas mal, en fait non. Et puis ça disparaît. C'est ça, et tu disais, oui c'est ça, on n'est pas concerné, on n'est pas vraiment attaché à ce personnage, et ce qui fait qu'il y a plein d'éléments scénaristiques qui ne nous emportent pas là où ils pourraient nous porter, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment dommage parce que visuellement c'est toujours aussi beau, même s'il se reprend. Il y a toujours ces mêmes petits personnages blancs qu'on retrouve dans La Princesse Mononoke, dans Ponyo, enfin, donc c'est un peu toujours les mêmes visuels, mais ça reste très beau, mais c'est un peu toujours les mêmes visuels. Il a tenté des trucs, il y a des trucs qui sont réussis, par exemple tout l'épisode avec les chouettes, c'est drôle. Enfin, pas les chouettes, les perruches, les perruches en mode garde qui veulent bouffer le gamin, ça c'est très drôle. Oui, ça c'est super, c'est assez intéressant ça. Mais et après il y a tout ce discours méta sur la création du monde, la mort, et ce que j'ai pas bien saisi parce que j'étais pas à fond dedans non plus. Puis c'est à la fois le film est à la fois un peu flou sur son discours, et en même temps il y a des trucs très très théoriques. C'est notamment parce que le personnage on est assez distant avec lui. C'est une scène où donc Mahito, le héros, il apprend grosso modo que la vie c'est compliqué, que ça peut être une question de point de vue. Et moi je la décris comme ça parce que c'est vraiment comme ça qu'on la reçoit. Il y a un potentiel hyper passionnant parce que c'est un truc très émouvant sur la mort, sur le point de vue, sur les intérêts de différents groupes de personnes. Enfin c'est un truc passionnant, ça peut être très très beau. Bon c'est un pélican qui va pas bien. La scène passe vachement bien, mais il est là 20 secondes. Ensuite, il nous parle de sa vie, on a des images de sa vie, ce pélican, et c'est fini parce que le héron arrive. Et pour une scène. Et le héron arrive. La grosse déception du film, c'est le héron. Non, même si il arrive à se rattraper à la fin. Je trouve qu'il est assez bien exploité, qu'on l'oublie un peu, et qu'au final, c'est un peu en entre-deux. Parce que vraiment, je rejoins Thomas sur la première grosse moitié du. Enfin, le première grosse partie. Ou un truc comme ça, quoi. 30-40 minutes, quoi. Qui prend vraiment son temps, qui
est assez lente, Incroyable. et qui se permet en fait de développer ses personnages. On découvrira par la suite qu'il aurait dû plus les développer, mais bon, tant pis. Mais ça se permet de développer vraiment une ambiance très intéressante. Des petites bribes d'horreur, pas forcément de ces d'horreur terrifiantes, Oui, mais c'est des vrai, petits des j'étais trucs en mode. ça et là il y a un truc qui va débarquer. voilà, des trucs suspects, il y a qui des vous donne trucs des étranges. petits frissons sur le bas de l'échine où vous ouais. dites c'est un peu bizarre, chelou ça ouais. quand même. C'est un peu comme le dieu cerf dans Prince Mononoke, ça met mal à l'aise quand même quoi. Pas, Mais non, pas jusque là, mais foutre des dents à un héron, ça met généralement quand même un peu oui, mal à oui. l'aise par exemple. Mais le parcours du Des choses personnage comme du héron est très bizarre. Enfin, notre ressenti par rapport à lui. C'est-à-dire qu'au début, on Ouais. le trouve très stylé. Après, on le trouve terrifiant. Après, c'est l'immense déception Oui, de savoir que c'est un humain. Et du coup, on l'aime pas trop. Ouais, parce qu'il est un Et- peu ridicule, un et peu Et après, maladroit, et au tout ça. final, on aime bien le retrouver quand même parce qu'il devient Et- plus Ouais, attachant. il est un peu Et cool, quoi. Et au Il est final, un peu même si au sympathique. final j'ai l'impression que c'est un peu factice la manière dont il s'attache aussi au héros. Un petit peu. C'est un peu en mode Oui, d'une oui. scène à une autre, c'est en mode ouais non tu vas te faire foutre et ensuite la scène suivante bon allez je vais quand même t'aider parce que on est dans cette Ouais. merde. Mais j'ai du mal à avoir une véritable alchimie naître entre eux déjà parce qu'ils sont pas souvent là à l'écran et, Ouais, c'est vrai. et aussi et là pour le coup c'est un truc qui m'a plus gêné avec son univers, même si je le trouve très intéressant, même si visuellement il y a des trucs de fou, même si en termes de mythologie, de création d'univers il y a des trucs que je trouve super. J'ai vraiment l'impression, alors un peu aussi à l'image du héros, mais qu'on est de passage là-dedans et que du coup rien n'a Oui, c'est ça, réellement vraiment, d'importance. vraiment des ronds de passage. Et au final, que tout nous passe dessus, que tout se résout très très vite, et quand vient le climax, j'ai l'impression que c'est déjà, et quand vient la fin, c'est encore pire. Oui, ouais. Moi, je l'évoquais avant, Oui, avant d'aller prêt. voir le film, mais du coup, Soyez prêts, la fin est d'une incroyablement brusque. Ouais, ça fait peur. c'est Enfin, ça sidérant. fait peur. Non, c'est sidérant froid, comme quoi. c'est rapide et Ouais. c'est très très déstabilisant. Ouais, donc ce que je reprochais au film de Miyazaki, du coup, c'était donc cette fin très rapide, ce manque d'épilogue de ça y est, c'est fini, on a le temps de Oui, de le poser film, les c'est conclusions et de dire au revoir à nos personnages. Miyazaki n'aime pas ces personnages, Non. visiblement, ou n'aime pas leur. Il aime pas ce type de fin, surtout, j'ai l'impression. Ouais, oui, il aime pas ce type de fin, oui, on peut l'accepter aussi. Mais c'est vrai que c'est très froid, quoi. On participe à un univers, on rentre dedans et on sort direct, quoi. C'est vrai que c'est un peu une spécialité, quelque chose qu'il Ouais. aime beaucoup faire. Après, Ouais, j'ai le sentiment que je suis pas très fan de ça. ça peut fonctionner comme pas fonctionner. Princesse Mononoke, je me sens que ça avait beaucoup perturbé la première Ouais, fois. ouais. Et les Ouais, fois ça suivantes, m'a fait beaucoup moins. Parce que personnellement, je voyais surtout aussi une sorte d'invitation à imaginer un petit peu le La reste suite. et s'y créer Oui. aussi son Ouais, propre bien univers. sûr. Il y a une dimension fin ouverte, je crois. Justement, Je sais pas, que j'apprécie beaucoup. Et surtout, les personnages en sont à un stade où finalement ça ne peut que se terminer comme ça. Et c'est quelque chose d'assez beau. Et au final, c'est pour ça que la fin de Princesse Mononoke me gêne pas spécialement. Mais en effet, comme le disait Arsène, si pour vous la fin de Princesse Mononoke c'est trop rapide, Là, alors là, là, c'est la fin la plus brusque que j'ai jamais vue, quoi. si, ouais. mais ouais, non, c'est très très jeté. Et aussi, on parlait un peu du discours méta sur le côté, comment dire, le pouvoir, la transmission. Voir de la j'ai l'impression- création, la voilà, de transmission aussi, création, oui. j'ai l'impression que Miyazaki parle un peu de son cinéma. Il se rend compte un peu, d'ailleurs, à l'instar de Scorsese, qu'il a 80 piges, que Voilà. il y a la mort qui commence à se rappeler. Brosa, quoi. Non, mais il il a est proche fait de la son fin que projet. j'ai vu. Voilà, et que il se dépêche de faire ses nouveaux projets, surtout que animation oblige, il prend des années à les faire. Mais j'ai vraiment du mal à voir aussi, comme vous deux, où il veut en venir avec ça au final. C'est très esquissé et Ça nous avait pensé à du Nolan. parce que justement, on en discutait après être sorti du film. J'ai l'impression que le film nous a tous fait plus ou moins penser à Tenet de Christopher Nolan, qui est pas un film qu'on aime forcément énormément sur cette chaîne. Non. Je l'ai pas vu, vous inquiétez pas, les fans de Tenet, pas Ouais. de problème. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est deux films qui se ressemblent pas mal, déjà dans le sens où ils ont des récits qui fonctionnent pas très bien, où ils ont des histoires aussi de plus ou moins de voyage temporel, vu que à la fin du Miyazaki, il y a ça aussi. Il y a un rapport au temps un peu curieux aussi. c'est vrai. Des choses dans ce genre, où alors je sais que ça n'est pas tout à fait d'accord quand moi je me suis fait cet avis, mais où je trouve que les deux poussent un peu leur curseur et leur style de réalisation, pas forcément tout à fait à fond, mais quand même très très loin. Non, si, je vois qu'il pousse, mais on remarque, enfin, il y a beaucoup de répétitions par rapport à ses anciens films. Non, C'est ça dont. Ce qui est vrai, mais j'ai l'impression que Miyazaki a toujours eu tendance à refaire ça, à reprendre un peu de ses univers pour en alimenter les autres, mais vraiment on est face à des personnages, des personnages un peu froids et tout, qu'on développe pas énormément. Miyazaki, il y a certains de ses films où on développait assez peu les personnages,
on se concentrait déjà plus sur l'histoire. Même dans son premier film, Le Château de Cagliostro, on était beaucoup plus focalisé sur le récit que sur le personnage d'Edgar de la Cambriole. Enfin, selon les titres VF, il a 14 000 sur noms. Le héros, quoi. Ouais. Mais même s'il y avait quand même quelques scènes de ça et là pour nous raconter un peu de son parcours, pour faire naître un peu d'émotion, pour le rendre même attachant, parce que le personnage de base dans l'œuvre, c'était un immense connard. Là, ça en manque. C'est très très épuré. Et ça a tendance à pas spécialement fonctionner, c'est dommage. Non, on est vraiment plus attaché au récit, quoi. Parce qu'on comprend même plus les enjeux. C'est-à-dire qu'au départ, il va dans la forêt pour retrouver sa belle-mère qui a disparu. Et puis il voyage, et puis on sait plus trop ce qu'il va chercher, et on sait même pas pourquoi il est autant attaché à cette belle-mère qui lui dit au départ dans la première rencontre, ouais, tu vas m'appeler maman, je suis devenue maman. Je suis ouais, c'est un peu bizarre, tu n'apportes pas. Elle lui fout la main sur son ventre alors qu'il a dans c'était un des trucs tellement cringe. Un peu. Et puis t'as pas vraiment d'attache à elle. Non, justement, t'as l'impression qu'elle force vraiment un rapport entre les deux alors que le gamin n'a pas envie. Et c'est la seule scène où tu les vois vraiment être un peu en froid et où ça matche pas vraiment. Et il y a pas d'attache avec son père aussi. On sait pas à quel point il y a amoureux d'elle. C'est vrai. Tu vois. Et on le voit vite fait, mais c'est tout. Mais même en fait, moi, le truc qui me gêne le plus là-dedans, c'est on aurait changé un peu de style, on aurait une histoire, tu sais, qui aurait été un emboîtement de plein de trucs, comme la toute première histoire de Narnia, pas le truc avec le long l'armoire blanche, etc. La première où ils ont, en fait, qui est un peu moins connue, où ils sont dans toute une ribambelle d'univers et on change un peu de récit au fur et à mesure. Certes, on change plusieurs fois, comment dire, de monde et choses comme ça, mais on garde un objectif qui est découvrir et aussi entrer chez soi. Là-dessus, certes, il y a toujours l'objectif de retrouver, mais le problème, c'est que à aucun moment j'ai l'impression de le voir vraiment avoir un parcours émotionnel ou de réellement grandir. Il est un peu impartial. Justement, j'ai l'impression qu'il reste très froid, qu'il a appris sa leçon, mais à aucun moment j'ai eu le sentiment qu'il commençait à l'apprendre, qu'il apprenait vraiment. J'ai l'impression que ça s'est fait d'un coup sur une scène au final. Oui, c'est vrai que c'est d'autant plus bizarre toutes ces histoires de distance ou de fait qu'on n'est pas investi émotionnellement, que de temps en temps, il y a des effets d'imaginaire qui sont assez dingues, malgré le fait que ce personnage on le connaisse pas et on s'intéresse pas tant que ça. Ouais. C'est que, encore une fois, cette première demi-heure complètement dingue. Ah oui, bien sûr, oui. La scène des crapauds et tout. La scène du héron et des crapauds. On reste très, très évasif. C'est un effet d'imaginaire et de mise en image et en son qui est terrifiant. Qui est complètement dingue, qui est complètement prenante, alors même que c'est vraiment et assez inédite. Alors que le personnage, on le connaît pas trop. Et ça sert un peu le film, je pense, à certains moments. C'est vraiment le côté coquille vide on se projette un peu en lui. Parce qu'il y a un effet de surnaturel complètement dingue qui se produit et qui prend vraiment aux tripes. Et pareil avec les bandelettes, même si les bandelettes, pour le coup, il y a un cœur narratif qui manque, justement. Mais l'effet est quand même dingue. L'effet est quand même dingue et ça nous persuade un temps de croire à la séquence, même si ça sent pas longtemps. Ce qui est dommage, mais c'est très très dommage parce que je sais pas ce qui s'est passé, si c'était vraiment un problème de scénario de base ou s'il y a eu des coupes ou quoi, ce qui m'étonnerait quand même parce qu'il a vraiment passé beaucoup de temps à le faire. Mais c'est comme si en fait on avait une version réduite où il manque 20-30 minutes pour pouvoir vraiment fluidifier le récit. Peut-être. Même dans l'introduction, j'ai l'impression qu'il était un peu il savait pas trop quoi faire. Au début ça va, tout le début ça va, où par exemple on est dans un rêve, le fameux rêve des crapauds là. Transition, on est dans l'eau. L'eau disparaît. L'eau disparaît, il est dans son lit, ça c'est super beau. C'est merveilleux. Et plus on avance dans le récit, plus c'est des queues noirs fondu au noir, il savait plus trop. Non, je sais pas si t'as remarqué. Il y en a un, celui qui fait la jonction. Il y a un passage du film où il se fait capturer, et ensuite il y a une séquence assez ésotérique où il rencontre justement un personnage. Oui, qui reverra par la suite. Et puis c'est un cut sur une lame. Une lame qui se fait. Ça à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est plutôt, je pense, le vieux fondu au noir. Ensuite c'est à nouveau fondu et on passe sur un truc complètement différent. Il y a une rupture de ton qui est assez intéressante puis qui marche pas spécialement bien pour le coup. Donc plus on avançait, moins il avait d'idées sur ça, j'ai l'impression. Et du coup ça n'aidait pas à fluidifier le récit qui est déjà un peu chargé, qui nous perd un peu. Ça, donc, plus d'autres soucis additionnels, comme on en avait parlé très très vite fait, mais la musique, il y a une séquence, quand bien même la première partie est vraiment formidable, il y a des petits trucs que je trouve un peu mal foutus, on en discutait en sortant. Il y a une séquence où, pas un gros spoiler, mais il fait tomber des livres.
Rester assis sur vos Et sièges. la séquence dure un peu et on se doute qu'il va trouver quelque chose. Et il y a un moment, il voit quelque chose du coup dans un des livres et on a une musique au piano qui se ramène. Ouais, c'est un surplus. C'est juste trop. Ouais, Surtout qu'en plus, après, on voit qu'il y a un personnage qui lui avait écrit quelque chose. Il dit oh, mais c'est tel personnage qui m'a écrit ça. Il l'a écrit pour que je le voie. Donc en plus, il rajoute des informations On qu'on l'a a surplus. déjà compris. Il y a un vrai surplus. Et cette séquence fonctionne pas trop. Tout ça Et, pour que la scène soit un peu bâclée. Parce que justement. finalement, on le verra pas vraiment faire ce qu'il fait avec le texte. Oui, non. On le verra pas trop lire, on sait pas ce qu'il a Non, en écrit. C'est 20 secondes de montage où il est un peu C'est triste. assez et voilà. chelou ça en effet. Le son, en vrai, je suis comment dire, un peu mitigé dans le sens où je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent vraiment très bien. Typiquement la scène d'intro avec Ouais, les sons non, un mais peu vraiment la étouffés scène et tout. d'intro, c'est une énorme C'est promesse. super bien, c'est vraiment super. C'est incroyable ça. La scène d'intro est folle. Il y a des trucs, il y a pas mal de passages du film où il va nous mettre de la musique et on voit les personnages parler et on comprend qu'ils parlent ou qu'ils se disent certaines choses. Il y a des scènes où je trouve que ça fonctionne vraiment, d'autres beaucoup moins. Je vois pas spécialement l'intérêt de faire ça et j'ai juste l'impression que ça crée encore un peu plus de distance et que on s'attache pas spécialement au perso et que c'est un peu factice et que la musique est là pour remplir, où il y a Joe Hisaishi qui sait pas trop ce qu'il fait, il est un peu en mode ok Hayao, t'inquiète. Il tape sur son piano un peu au hasard. Et je dis ça fait mal de le lire parce que déjà Miyazaki c'est C'est quelqu'un le que j'adore. quoi. Et parce que Mais surtout quand tu vois les films voilà. d'avant, nous ça fait Mononoke, Porco Rosso. Justement, la bande son de Mononoke, elle est folle, même Porco Rosso, il y a des trucs très très jolis. Shiro, il y a des trucs La magnifiques. dimension épique fantastique, elle est là. Enfin, Le château ouais. ambulant, c'est une de ses plus belles Ah oui, aussi. oui, mais, oui. Enfin, Joe Hisaishi de façon générale. J'aime plus les c'est un efforts, killer, ça, hein. ouais. même un truc comme Totoro, il y a une bande son splendide. Et là, c'est dommage. Ça me fait mal de me dire parce que j'aime beaucoup Miyazaki, j'aime beaucoup Joe Hisaishi. Et bon, je vais être honnête aussi parce que je l'attendais un peu comme le film de l'année. Putain, je suis déçu quoi. Ouais, bizarre un peu. C'est- Bizarre un peu. On voulait vraiment pas être aigri sur cette vidéo. Ouais, désolé. Vraiment. Désolé, pardon. Mais voilà. Mais en vrai, essayez-le quand même. Hein. Dommage. Dommage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Le Garçon et le Héron, Ouais. le dernier Miyazaki. Du coup, pour le prochain épisode, on se retrouvera soit pour Unka, soit pour un Aquamat, soit pour un autre film, soit pour une autre critique en novembre. On verra sur Napoléon. On fera un sondage novembre et décembre. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce dernier Miyazaki. De mettre en commentaire le top 3 des meilleurs Miyazaki. Voilà. Comme ça on est clair. Expliquez-moi pourquoi le château ambulant c'est pas chiant du tout. Oui, n'hésitez pas à trash Thomas pour ce qu'il a Voilà. dit sur Château Ambulant, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je mérite correction. Oui, enfin, likez la vidéo, Ouais, partagez, ouais. abonnez-vous, répondez à la bonne parole. Et bah écoutez, merci, abonnez-vous, et Darmanin est une grosse merde. Le Garçon et le Héron nous raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Naito. Maito. Le Garçon et le Héron nous raconte l'histoire de Maito. Marmiton. Maito. 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 Ok. Ta gueule, j'y étais. Nous raconte l'histoire de Maito, un jeune garçon qui est le film. Ah, mais j'avoue. Allez, Ça y est, j'ai battu la montagne et puis il y a tout l'archipel que t'as pas préparé, c'est génial. C'est un héron en fait. Fatigué. Oui. Ça arrive.